Bon, on va le voir parce que vous nous y aidez. Mathieu Bock-Côté aux éditions Presse de la Cité, le totalitarisme sans le goulag. L'une des questions fondamentales de votre livre consiste à se demander si vraiment on a retenu les leçons de l'histoire ou pas. Car nous faisons face aujourd'hui à un totalitarisme, comment le qualifier ? Je n'ai pas envie de dire soft, doux. Non, de moins en moins doux d'ailleurs. Il est de moins en moins en réalité. Alors, le point de départ, c'est évidemment la définition du totalitarisme. Parce que la tentation qu'on a après le 20e siècle, c'est de dire ça appartient au monde d'hier. Donc c'est soit le nazisme vaincu, c'est soit le communisme effondré, ou alors il vient de l'extérieur, c'est l'islamisme. Et on a oublié que la tentation totalitaire, elle est consubstantielle à la modernité. La modernité n'est pas que lumineuse, elle a une part d'ombre. Et c'est quoi cette part d'ombre? C'est cette idée qu'il serait possible pour un camp, en particulier dans une société, d'avoir le monopole du vrai, du juste et du bien, et de créer sur Terre une société délivrée du mal. Une société qui serait délivrée, aujourd'hui on dirait délivrée de l'intolérance, délivrée du racisme, délivrée de la transphobie, délivrée de toutes les phobies que vous pouvez imaginer. Donc, nous avons la formule, nous qui avons cette révélation religieuse, une révélation religieuse d'un genre nouveau. Nous savons que le monde parfait est possible aujourd'hui, ce serait le monde de la célébration de la diversité. Pourquoi est-ce que ce n'est pas possible? Parce que des contradictions fondamentales dans le cœur de l'homme? Parce que des tensions dans toute société? Non, parce que des hommes mauvais s'y refusent. Et là, il y a différentes catégories d'hommes mauvais. Il y a les idiots. À la rigueur, on peut toujours les rééduquer. On leur fait des campagnes de sensibilité et de sensibilisation. Il y a les mercenaires. Ah, ça, c'est terrible. Ce sont ceux qui servent consciemment une cause mauvaise, mais pour leur avantage matériel. Ce sont les polémistes de plateau télé, pour reprendre le vocabulaire de France Inter. Et il y a, en dernière instance, ceux qui sont véritablement habités par le mal, qui sont habités par le racisme, qui sont habités par le désir de discriminer. Dès lors, si vous êtes dans un combat entre le bien contre le mal, eh bien, vous ne débattez pas. Vous marquez le refus fondamental du débat. Vous condamnez au mieux, aux marges sociales. Au pire, on a vu au 20e siècle que c'était. Et je pense qu'on est aujourd'hui dans une société qui réactive cette tentation totalitaire, mais puisqu'on a, pour nous, totalitarisme, ça veut dire, je le dis, goulag ou Troisième Reich, on est incapable de comprendre que le totalitarisme ne vient pas nécessairement avec ces techniques cruelles, épouvantables qu'on a connues au 20e siècle, mais on voit aujourd'hui cette tentation de faire taire, cette tentation de censure, cette prétention au monopole du vrai, du juste et du bien, et ce que j'ajoute là-dedans, ça me semble important, c'est que nos sociétés aujourd'hui ont trouvé un mot pour nommer le mal politique. Quel est-il? Alors, le mal. Quel est ce mal? Eh bien, on appelle ça l'extrême droite, entre guillemets. Vous ne trouvez pas de définition à l'extrême droite? Je le jure, on travaille sur cette question. Et la notion d'extrême droite est une définition, premièrement, disons-le, qui n'est jamais revendiquée. Ça devrait quand même nous inquiéter un peu. C'est une notion qui est utilisée pour décrier plutôt que pour décrire. Elle n'est jamais revendiquée. Personne, même le wokisme dont on a parlé beaucoup ces dernières années, à l'origine, des gens s'en revendiquent. Le concept d'extrême droite n'est jamais brandi en étendard. Il est utilisé pour diaboliser, pour marquer du sceau de l'infréquentabilité. Et là, il y a deux définitions. Moi, je propose ma définition de l'extrême droite, mais elle est moqueuse. C'est il y a la droite dite républicaine, dont le principal objectif dans la vie est d'être adoubée moralement par la gauche. Son objectif, c'est de se faire dire qu'elle est humaniste, républicaine, généreuse. Et la part de la droite qui refuse de se soumettre aux diktats idéologiques du progressisme, elle est extrême droitisée. Le problème est le suivant. Cherchez une définition. J'en donne plusieurs dans le livre. Moi, j'en ai une qui peut arrêter de tomber sous le sens. L'extrême droite, c'est un mouvement politique factieux qui veut faire tomber la République et donc c'est pas démocratique. Vous parlez de la France insoumise? Factieux. Il y en a plusieurs mouvements factieux qui veulent faire tomber la République. Encore là, c'est compliqué. Le général de Gaulle était de sensibilité monarchiste. Alors, c'est intéressant. Donc, j'aimerais... Alors, les définitions, on va nous dire... Je cite un des experts de la chose aujourd'hui, qui nous dit que c'est un mouvement fondamentalement critique envers la promesse d'émancipation de la modernité. Bon. Le problème, c'est que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'au nom de la modernité et de l'émancipation, on va nous dire que la déconstruction de l'identité sexuelle des enfants, c'est la nouvelle étape du progrès. Et je donne un exemple québécois dans le livre, vous me permettrez de témoigner non seulement de mes origines, mais de mon identité profonde. Il y a un débat à Montréal, on dit dans la région de Montréal, est-ce qu'on doit accepter des drag queens dans les bibliothèques scolaires pour lire des histoires aux enfants, des éloges de la diversité? Et les gens disent, je suis désolé, l'idée d'amener un homme déguisé en femme hypersexualisée devant des enfants de 5-6 ans, c'est peut-être pas l'idée du siècle. Réponse d'un des commentateurs les plus importants au Québec, c'est bien le nouveau visage de l'extrême droite. Donc, et prenez même le cas, on en parlait il y a un instant avec Gabriel, dans l'histoire de la famille Le Pen. Alors, l'extrême droite, la diabolisation repose sur quoi? On avait tendance à croire autour des déclarations qui ont fait scandale avec raison de Jean-Marie Le Pen sur la Deuxième Guerre mondiale.
Mais lorsque la fille rompt explicitement avec ses déclarations, la diabolisation continue. Alors là, on fait remarquer, on se dit, mais d'un instant, donc si la diabolisation, c'était pour ces raisons, donc les fameuses déclarations, ou c'est pour autre chose? On pose la question, et là, c'est amusant, on va nous dire, vous savez, l'extrême droite aujourd'hui, c'est l'appel au référendum. Ah, quand même, c'est original comme point de vue. L'extrême droite, c'est la volonté de marquer une distinction entre ceux qui sont citoyens et ceux qui ne le sont pas, la fameuse préférence nationale. Mais nommez-moi un pays dans le monde qui ne distingue pas entre ses citoyens et ceux qui ne le sont pas. Donc, je cherche cette définition, j'en arrive à une conclusion toute simple. C'est un concept fantomatique dont la définition ne cesse de changer en fonction des exigences de l'actualité pour nommer l'infréquentable du moment. On va marquer une pause. Vous avez quelques minutes pour réfléchir et trouver une définition correcte qui tienne la route face à Mathieu Bock-Côté, qui dénonce dans son livre, et c'est très intéressant, le danger de l'extrême centre. On y vient tout de suite. Mais c'est vrai. Merci d'être avec nous. Il est l'homme du jour pour le livre de l'année, le totalitarisme sans le goulag. On va continuer à en parler évidemment. Et puis également commenter ce sont des propos qui font beaucoup faire réagir. Ils ont été recueillis par Eugénie Bastier pour Le Figaro, Serge Klarsfeld. Et tout d'abord les titres avec vous. Des dizaines de milliers de Gazaouis continuent de fuir vers le sud de l'enclave palestinienne. L'armée israélienne précise qu'un nouveau corridor sécurisé est ouvert aujourd'hui pour permettre leur évacuation. Tsahal qui a de nouveau bombardé la ville de Gaza ce matin. 183 élèves sont toujours en attente de sanctions après avoir perturbé l'hommage à Dominique Bernard. Le ministre de l'Éducation nationale a précisé ce matin qu'ils avaient tous été exclus à titre conservatoire de leur établissement et qu'ils sont en attente d'un conseil de discipline. Et puis le Pas-de-Calais en vigilance rouge, sans perspective de décrue avant demain. Les écoles restent aujourd'hui fermées après un épisode pluvieux intense avec des cumuls exceptionnels. De nouvelles averses accompagnées d'orages sont en cours cet après-midi. Merci à vous, merci beaucoup Mickaël. On va continuer évidemment à évoquer le livre de Mathieu Bock-Côté. On va voir de nouveau la déclaration de Serge Klarsfeld. On va la commenter avec vous également. Florian Tardy, vous avez pu voir le reste des propos de Serge Klarsfeld. Il faut se réjouir, dit-il, que le Rassemblement national participe à la marche contre l'antisémitisme. Il faut rappeler quand même, Serge Klarsfeld, c'est l'avocat, c'est le président des fils et filles de déportés juifs de France. C'est un symbole, hein, chasseur de nazis. Donc il faut imaginer, comme disent les jeunes, d'où on parle hein, quand il s'agit de Serge Klarsfeld. Oui, et il note dans cet entretien qu'il y a eu une rupture nette entre Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen, même s'il souhaiterait parfois que sur cette question-là, Marine Le Pen ait peut-être des mots plus forts pour justement incarner cette rupture qu'elle tente de mener maintenant depuis une dizaine d'années. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que s'il parle aujourd'hui du fait que le Rassemblement national a fait un pas en la direction donc des personnes qui luttent depuis de nombreuses années contre l'antisémitisme, c'est parce qu'il compare également la position du RN aujourd'hui avec celle de la France insoumise. C'est-à-dire qu'à un moment dans l'entretien, il dit le Rassemblement national est un parti qui, sur le plan donc de l'antisémitisme, si on le compare avec la France insoumise, ne peut mériter que des bons points. Est-ce qu'on est en miroir inversé, Mathieu Bock-Côté, aujourd'hui, entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen? Il y a, dans la culture politique française, c'est une originalité, disons-le, un désir de satanisation. C'est-à-dire il doit nécessairement y avoir un grand méchant contre lequel on se ligue. Le principe du cordon sanitaire, le cordon sanitaire est antérieur à la personne qu'on désigne en étant « vous êtes le méchant », on se dit vers qui on va le tendre. Ensuite, ce qui me semble frappant, c'est que Jean-Luc Mélenchon, le basculement politique qui est le sien, est un basculement indéniable. Il a décidé, moi je comprends ici son ralliement à la cause palestinienne, mais version Hamas. Il a compris qu'il peut maximiser ses appuis dans les banlieues en brandissant le drapeau palestinien. C'est le drapeau qui va fédérer non seulement ses électeurs dispersés, mais aussi qui permet d'élargir chez tous les abstentionnistes qui viennent des banlieues. Il peut les mobiliser en brandissant ce drapeau. Il espère finalement entrer au deuxième tour en brandissant non pas le drapeau français, mais le drapeau palestinien qui devient le drapeau des opprimés de la terre, version Jean-Luc Mélenchon. C'est assez fascinant et je pense qu'on peut le critiquer très, très, très sévèrement, sans par ailleurs, je le dis, la diabolisation, ça m'énerve en toutes circonstances, même pour les gens que j'aime pas. Je préfère les arguments que jeter des sorts. Je préfère les arguments que dire brandir mon crucifix en disant « arrière, vous êtes terrifiant ».
Et de ce point de vue, je pense qu'il y a d'excellents arguments contre Jean-Luc Mélenchon sans sentir le besoin de sortir un crucifix. Tu as entièrement raison. En tous les cas, vraiment, ça fera date. Il faut se rendre compte de ce qui est dit. Je pense que Serge Klarsfeld a dû peser, sous-peser ses mots avant de répondre à une telle question et de dire cela. Le même Serge Klarsfeld avait co-signé avec son fils Arnaud une tribune dans Le Monde exhortant les Juifs à se tenir à l'écart de l'extrême droite. Et c'était une tribune qui avait mis un peu tout le monde hors de soi, je dois dire, où il fallait brandir, non pas un crucifix pour le coup, mais pour écarter les Juifs de France, ou les Français juifs, d'Éric Zemmour, de la tentation Éric Zemmour. C'était une tribune, on peut la trouver elle est toujours archivée sur Le Monde, publiée dans Le Monde à l'époque, en 2021. C'est assez récent tout de même. Donc c'est intéressant de voir aussi comment Serge Klarsfeld pourra faire évoluer cette grille de lecture un peu lentement, je trouve, mais tant mieux que ça puisse évoluer. Là où Serge Klarsfeld a raison de faire évoluer la grille de lecture, c'est qu'effectivement, penser que l'antisémitisme serait un concept figé dans le temps depuis le 18e, 17e, voire même avant siècle, ce serait complètement stupide. Évidemment, l'antisémitisme du 19e siècle, il était habité par certaines personnes, on se souvient de l'affaire Dreyfus, par une bonne partie de la gauche, par après des nationalistes dans le début du 20e siècle, après effectivement par une droite, disons la droite du journal Rivarol, cette droite-là, dans les années 80, aujourd'hui par l'islam politique, et celui qui ne voit pas la mue de l'antisémitisme, du vieil antisémitisme vers maintenant un antisémitisme, je dirais, contemporain, qui est l'antisémitisme de l'islam politique, qui sévit, rappelons-le quand même, dans beaucoup de pays arabes aussi, où la communauté juive est réduite à peau de chagrin, où les juifs ont fui. Effectivement, c'est quand même un sacré témoin de se dire que là où il y a l'islam, il n'y a plus de juifs. Ça devrait quand même peut-être nous mettre sur la piste du nouvel antisémitisme. Or, on ne peut pas en dire pareil des fédérations RN. Et il y a des juifs dans les fédérations RN. Donc, si vous voulez, moi, ça me paraît quand même assez dingue qu'il y ait une gauche, la gauche notamment de la France Insoumise, mais jusqu'à Olivier Véran d'ailleurs, qui considère toujours mettre à équidistance la menace de l'extrême droite ou de l'islam politique sur la question de l'antisémitisme. C'est stupide et c'est anachronique. Mais c'est le discours terriblement usé de la fameuse tenaille identitaire. Vous savez, une partie du centre a tellement peur moralement de critiquer l'extrême gauche ou la gauche radicale que pour le faire, elle doit toujours dénoncer au même moment ce qu'elle appelle l'extrême droite. Donc c'est une espèce de réflexe conditionné pour assurer son statut social, pour assurer sa bonne réputation. Est-ce que vous appelez l'extrême centre? D'autant c'est un terme revendiqué par plusieurs, donc ça m'amuse ça. C'est pour l'instant l'extrême droite n'est revendiqué par personne. Emmanuel Macron, mais c'est pas le seul, a revendiqué ce terme. Ce qui est amusant avec ça, qu'est-ce que c'est qu'on le voit aujourd'hui dans les sociétés occidentales. On a des élites qui traitent le peuple aujourd'hui comme une forme de peuple factieux. Rappelez-vous à la présidentielle, moi j'aimerais me rappeler un épisode un peu oublié, mais qui me semble important. Quelque part au début 2022, il était possible que ni Mélenchon, ni Zemmour, ni Le Pen n'aient leur signature pour participer à la présidentielle. Ce qui voulait dire que potentiellement 45 à 50% des électeurs risquaient de se retrouver sans candidat. Et on en trouvait plusieurs pour s'en réjouir en disant... Très bien, les factieux ne participeront pas, les anti-républicains ne participeront pas au débat politique. Mais je m'excuse, mais une démocratie qui décide non seulement de censurer la souveraineté populaire, mais la possibilité même de l'existence du peuple lorsqu'il est en désaccord avec le discours des élites, c'est ce que j'appellerais le trait distinctif de l'extrême centre. Est-ce que nos sociétés, à vous écouter et à vous lire, sont transformées, je fais attention aux mots, en espace de rééducation, mais alors à grande échelle? Ah ben oui, dans tous les domaines. Hein. Je donne un exemple qui est plus nord-américain que français, mais normalement, ces choses-là prennent quelques années à arriver, donc soyez vigilants. Dans les entreprises nord-américaines, sur l'heure du déjeuner, soit dit en passant, ça vaut la peine de le dire, il y a beaucoup d'ateliers. Les grandes entreprises, pas les petites entreprises où il y a égaré, les grandes entreprises, celles qui appartiennent au grand capital, vous avez des ateliers de rééducation idéologique sur l'heure du déjeuner, sur le mode, bon, on va vous apprendre aujourd'hui pourquoi vous êtes tous coupables de racisme systémique. Ou de racisme. Et si vous ne vous avouez pas coupable de la chose, c'est que vous en êtes 2 fois plus coupable en quelque sorte. Donc, il y a une pression idéologique très forte. Même chose, le discours sur la question de l'identité trans aujourd'hui. Moi, qu'il y a des cas d'exception de gens qui soient sous le signe de la dysphorie de genre, je le comprends. Mais aujourd'hui, on présente à la manière... Vous savez, c'est le propre du totalitarisme, vouloir nous faire dire que 2 plus 2 égale 5. Mais quand, aujourd'hui, on a tout un discours public qui dit qu'un homme peut être enceinte, quand c'est le discours qui est porté par le planning familial, quand c'est le discours qui est relayé par la ministre de l'époque, Mme Rome, qui dit c'est de la transphobie et de la complaisance pour l'extrême droite que de dire qu'un homme ne peut pas être enceinte, eh bien, ça, je pense, c'est une dimension totalitaire. Et là, c'est nous obliger à consentir aux mensonges. Et pourquoi on y est, en tous les cas, certains y sont tellement sensibles? Quel est cet homme nouveau
est-ce qu'il est à ce point délivré dans le mauvais sens de ses racines, de son histoire, de tout pour consentir à gober, à avaler? Je pense qu'il n'y consent pas. Je pense que nos sociétés fabriquent aujourd'hui de manière massive un malheur immense. Je dirais méchamment, on fabrique des fous quelquefois. On a une société qui dissocie l'individu, qui le dit étranger à son pays. Ta civilisation est affreuse et tu la renieras pour t'en délivrer. Ton peuple est abject et tu t'en délivreras pour en fait devenir universel. Ton sexe est mensonger et en fait tu dois décréter que ton identité de genre ressentie est beaucoup plus vraie que ton anatomie qui ne serait qu'une carcasse réactionnaire que tu portes malgré toi. Et là, en plus, quand on pense au conditionnement technologique qui vient avec ça, à la virtualisation de l'existence, l'homme nouveau, vous savez, c'est l'éternelle tentation du totalitarisme. L'homme nouveau, c'est un homme délivré du mal, un homme délivré de ses contradictions, un homme en pleine communion avec une société elle-même parfaite. Bon. Mais ça n'existe pas. Et aujourd'hui, c'est l'homme dissocié. C'est l'homme dissocié qui est la norme des sociétés contemporaines. Dissocié. Moi, je pense que c'est le visage des temps présents. Et avec, il faut bien le dire, un individu errant qui peine à se définir, qui est de plus en plus malheureux, qu'on conditionne même. Moi, c'est ça qui me frappe. Prenez l'art contemporain. Je donne un petit exemple comme ça, surtout sur le plan architectural. Les horreurs qui se multiplient sont quand même la norme. Et on veut nous obliger chaque fois à dire que c'est très beau. Et là, il y a une forme d'agression contre le sens esthétique des uns et des autres. Donc, on est dans un tournant de l'histoire qui n'est pas nommé parce qu'on a l'impression de vivre encore en démocratie libérale. On se croit encore dans la société des tolérants. Je crois qu'un moment de bascule a eu lieu. Et oui, l'homme dissocié est le résultat de cela. Alors, c'est très intéressant de vous écouter. Allez-y. Non, j'approuve Mathieu parfaitement. Et tu as parfaitement raison. On n'a encore rien vu, nous, ici. Le déchaînement totalement fou, au sens quasi clinique du terme, qui ravage les esprits aux États-Unis, au Canada. C'est une affaire de quelques années, le temps que ça traverse l'Atlantique, ça va prendre quelques vagues, mais quand on voit, même en France, où il y a, semble-t-il, un certain esprit de résistance, malgré tout, vis-à-vis de cela, de ces bouleversements qui nous font marcher sur la tête, malgré tout, on voit que ça prend. Et on voit que ça prend où? Ça prend surtout dans une jeune génération qui est complètement paumée. Mais à chaque fois qu'on dit cela, on vous dit « mais c'est des minorités, vous êtes en train de mettre une loupe focale, arrêtez de grossir tous ces mouvements ». C'est pas une minorité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans une école publique en France, je pense qu'un professeur a la difficulté de dire seules les femmes ont leurs règles. Comme l'auteur de Harry Potter, qui a été conspué et qu'il est toujours. Donc, si vous voulez, vous parlez de 2 et 2 font 5. C'est Chesterton qui disait un jour viendra, on mettra sur un bûcher ceux qui disent que 2 et 2 font 4. Eh bien, aujourd'hui, nous y sommes, par exemple, avec cette assertion absolument toute simple. Et on n'ose même plus, et je crois que c'est ça qui marque le totalitarisme, on est comme en Union soviétique, on n'ose même plus le dire à ses enfants dans l'intimité de la cuisine. Mais comment vous l'appelez alors, ce totalitarisme? Parce que le mot est très fort, et si on y accole tout à la totalitarisme doux ou soft, c'est bizarre. Justement, je crois que doux et soft, c'est un terme des années 90. On peut faire l'histoire de la prise de conscience de ce retour du totalitarisme. D'abord, on a dit soft, doux, totalitarisme à visage humain. On cherchait la bonne formule. Objectivement, moi, bon, ça, ce sont mes obsessions, mais je la crois exacte, c'est le totalitarisme diversitaire. C'est au nom de la diversité à tout prix. Au nom de la diversité à tout prix, eh bien, on est prêt à tout déconstruire. Et vous voyez bien, un homme politique, une femme politique, disons, on le voit par exemple en Grande-Bretagne, je donne cet exemple-là, le maire de Londres, Sadiq Khan, qui a dit, en gros, un homme qui se déclare femme, c'est une femme. Et donc, c'est les auteurs. Et si on est en désaccord avec lui, et là, on est condamné alors, non seulement en marge politique, Boris Johnson. Condamné, c'est-à-dire par la société ou condamné? On arrivera au jour où on sera... Non, parce que nous y sommes. Une amende, une sanction, c'est là que j'arrive. Une peine de prison? La condamnation morale, elle est déjà là. Mais là, on commence vers la tentation, elle est un peu partout. Aux États-Unis, la majorité de la jeune génération est favorable à la criminalisation ou la pénalisation du mégenrage. Le mégenrage, c'est-à-dire nommer quelqu'un sans tenir compte de son identité de genre affirmée aujourd'hui. Donc, je sais pas, moi, je peux être devant un type qui a une grosse barbe, une grosse voix, mais qui pense qu'il s'appelle Mafalda. Eh bien, si je dis monsieur, eh bien, il serait en droit pour plusieurs de poursuivre. Et on voit en Allemagne, des lois sont en progression en ces matières. Un exemple, au Canada, en Ontario, c'est intéressant. Un jeune, à l'école, dit « je m'excuse, mais il y a 2 sexes, il y a des garçons et des filles, puis si t'es un garçon, va pas dans le vestiaire des filles. » Eh bien là, c'est absolument scandaleux. Le lendemain, on lui dit « Reviens pas à l'école. » Mais il revient parce qu'on considère qu'il y a eu des propos transphobes. Le lendemain, la police l'attendait. Alors, donc là, on me dira, c'est toujours des cas, des cas d'exception, mais les exceptions se multiplient et la tendance lourde est là, et j'ajouterais surtout, les minorités résolues font l'histoire. Qui ici aurait imaginé il y a quelques années qu'il y avait quelque courage à affirmer qu'un homme ne serait jamais enceinte?
Personne. Eh bien, aujourd'hui, dire cela dans une classe à l'école, il faut quelque audace, c'est même témérité. Alors, on marche sur la tête. Vous allez nous dire, pour ne pas continuer à marcher sur la tête et pour revenir dans le bon sens, justement, quel est le rempart, quel est le bouclier, quel est le sursaut? Tout d'abord, les titres avec vous. Le Qatar négocie pour la libération de 12 otages détenus par le Hamas, dont 6 Américains. Une libération contre laquelle est proposée une trêve de 3 jours et une aide humanitaire depuis l'Égypte. De son côté, Benyamin Netanyahou refuse toujours tout cessez-le-feu tant que les 239 otages ne sont pas libérés. Tsahal poursuit son offensive terrestre dans la bande de Gaza. Selon l'État hébreu, 130 tunnels utilisés par le Hamas ont été détruits depuis le début de la guerre. Dans une vidéo postée sur X, l'armée israélienne précise que des réserves d'eau et d'oxygène ont été découvertes dans ces tunnels. Et puis aucune sanction n'est finalement retenue à l'encontre de l'OM. La commission de discipline de la Ligue de football professionnel a rendu sa décision 10 jours après le caillassage du bus de l'Olympique de Lyon lors de son arrivée au stade Vélodrome à Marseille. Comment on fait, Mathieu Bock-Côté, qui est aussi, vraiment, je le dis, je mets mon amitié de côté pour vous, pour dire que c'est aussi brillant à l'oral qu'à l'écrit. Vraiment, lisez-le, parce que même si vous n'êtes pas d'accord, je trouve que d'abord, il faut toujours penser contre soi, et ça interroge sur aujourd'hui. Alors, quel est le rempart ? Alors, vous me permettrez de citer Chesterton. J'ai l'air de me citer moi-même, mais je cite Chesterton dans mon livre. C'est ma part de modestie. Chesterton, qui est probablement un des maîtres en intelligence en ce monde, parce qu'il savait que l'existence était une grâce. Alors, je le cite. « La chose la plus précieuse et chère à nos yeux, c'est l'homme, vieux buveur de bière, faiseur de religion, batailleur, pêcheur, sensuel, respectable, et les choses qui furent fondées sur cette créature demeurent éternellement. » Autrement dit, la réponse est anthropologique. Ça, je le crois. La réponse doit être politique, évidemment. J'aimerais quelquefois greffer ou louer une colonne vertébrale à plusieurs hommes politiques, surtout ceux vous savez, qui sont tellement soucieux de leur respectabilité qu'ils disent rigoureusement en public le contraire de ce qu'ils disent en privé. Je pense à des noms, mais je ne les mentionnerai pas. Mais quand même, j'aimerais, on pourrait louer les colonnes vertébrales. Ou ensuite, mais sur le plan anthropologique, je le redis, c'est une conception de l'être humain. L'être humain est fait, je dirais, le cœur humain est fait pour à la fois désirer de grandes choses et de petits bonheurs, de grandes tristesses et quelquefois de grands bonheurs, de grandes passions. Or, cet être humain aujourd'hui, il est neutralisé. La régulation pharmaceutique des émotions, j'en parle un peu à la fin du livre, c'est quand même une des grandes tristesses de notre temps. Que les gens qui ont besoin de médicaments les prennent, ça va de soi. Mais qu'aujourd'hui, on considère que le vague à l'âme, que la tristesse, que la passion, que le deuil relèvent en fait, soit extérieur au champ de la santé mentale et qu'on traite les populations désormais comme des populations on fait, c'est la régulation par le médicament. Ça nous ramène non pas à Orwell cette fois, mais à Huxley. Ça nous ramène à Huxley. Eh bien, je pense que c'est un des visages de notre temps et la bête humaine dans son imperfection. Et j'ajouterais sur le plan politique, parce qu'il faut quand même donner un conseil. Moi, je donne toujours ce conseil à mes amis politiques, j'en ai quelques-uns, et à ceux qui se retrouvent devant eux. Exigez la définition des termes. Exiger la définition des termes. Chaque fois que quelqu'un nous fait le coup, mais l'extrême droite est terrifiante, non. Qu'est-ce que vous entendez par là? Qu'est-ce que vous entendez par là? Je l'ai dit, j'ai jamais eu l'occasion d'avoir une définition. Peut-être viendra-t-elle dans les 15 prochaines années, mais pour l'instant, je constate que ces termes-là sont utilisés comme des marqueurs de respectabilité, comme des signalements de vertu dans l'espace public. Exiger la définition des termes. Racisme systémique, définissez les termes. Violence policière, définissez les termes. Et on pourra soudainement avoir un discours public non pas hygiénisé, mais infiniment plus libre parce que plus clair. C'est un très bon conseil. Je le fais mien également. Je poserai souvent la question pour la définition, l'exiger. Michel Taube. Vous avez eu tout à l'heure un échange, vous demandiez l'extrême droite, votre définition de l'extrême droite, vous avez rigolé en disant la France insoumise. Je pense qu'aujourd'hui, l'extrême droite et les propos de Serge Klarsfeld, quelque part, vont dans ce sens. C'est que l'extrême droite, en fait, aujourd'hui, c'est la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, qui est en train de se transformer en collabo des islamo-nazis qui veulent, avec l'antisémitisme, faire basculer la France. Voilà ce que c'est qu'aujourd'hui le totalitarisme qui est en marche. Et deuxième point, le meilleur rempart contre le totalitarisme, ce sera le peuple. Ce sera le peuple français, parce que la laïcité contre l'idéologie diversitaire, je pense que c'est assez fort pour se protéger. Un dernier mot amusé. Vous connaissez la formule de Malraux, tout le monde a été, est ou sera gaulliste. Moi, je dis tout le monde a été, est ou sera accusé d'être d'extrême droite un jour. C'est rendu Jean-Luc Mélenchon, qui avait lui-même accusé Roussel d'être Doriot. Tout le monde a été, est ou sera. Assumez les amis et délivrez-vous de cette étiquette débile. Le totalitarisme sans le goulag aux éditions Presse La Cité. Merci Mathieu Bock-Côté. Merci infiniment. On vous retrouve évidemment ce soir auprès de l'excellente Christine Kelly, que je salue vraiment. Merci à vous, c'est un plaisir de vous avoir autour de cette table comme d'habitude. À très vite et restez avec nous pour vos prochaines émissions.